Bonjour à tous. Écoutez, bienvenue. Je suis Pierre Pasquale, directeur de la pédagogie du groupe Medisup, et j'ai la chance aujourd'hui de partager un moment avec le docteur Belaïch, que je vais laisser se présenter, pour parler de la réforme PASLAS en général, mais surtout de l'évolution de la médecine en ce moment, et puis comment il faut s'y préparer et évoquer toutes les directions importantes que vous allez devoir choisir. Salut Marc, ça va bien? Bonjour Pierre, oui, je suis content d'être avec toi. Soyez bienvenus ici à l'hôpital Robert Debré, qui est un des plus grands hôpitaux européens en pédiatrie, qui est un hôpital hospitalo-universitaire. Et alors effectivement, qui dit universitaire dit la préparation pour devenir praticien, pour devenir médecin, pour devenir professeur, qui sait. Toujours est-il que le chemin est parfois long, parfois semé d'embûches, mais parfois l'important c'est pas l'objectif, c'est prendre le plaisir, prendre le temps et prendre l'énergie suffisante pour arriver à ses fins. Et parfois c'est le chemin qui est plus intéressant que l'objectif. Puisque tu nous parles de chemin, Marc, en 2 mots, est-ce que tu peux nous donner ton parcours? Comment tu es arrivé là, ta spécialité, et pour que nos auditeurs commencent à te connaître un petit peu? En fait, j'ai été toujours dans l'idée de prendre le patient de manière un petit peu globale, holistique comme on dit, et donc je voulais être à la fois spécialiste et en même temps essayer d'être dans la globalité. Donc j'ai hésité un peu entre la cancérologie, la médecine interne, et puis en fait c'est ce qui m'a donné envie de faire de la pédiatrie, c'est quand je faisais la visite avec un des grands patrons actuels, en tout cas de l'époque, et je faisais la visite, et le mec très très digne, très très fermé, qui haranguait un petit peu ses jeunes collègues, qui posait des questions un petit peu, on va dire, assez intrusives, et ça me faisait un petit peu peur. Et tout à coup, son visage se fige, il s'adoucit, il regarde l'enfant qui faisait l'objet de cette visite, on va dire patronale de l'époque, et il dit à qui il est le bébé à la maman, et savoir que un jeune comme moi soit touché par à la fois cette dualité entre le médecin, entre l'homme, entre le père qu'il a été progressivement et qu'il a été ensuite, bien sûr. J'ai trouvé que c'était intéressant, parce que être médecin, c'est d'abord être une femme, un homme accompli, et c'est en cela que toi, que toute votre équipe, vous allez essayer de faire en sorte qu'il y ait un métabolisme, une maturation suffisante pour que cette femme ou cet homme devienne, comme on dit, un bon médecin. Mais en plus d'être un bon médecin, je sais que tu es aussi un enseignant passionné. Tu adores enseigner, tu adores transmettre. Tu es aussi très présent dans la formation de nos internes, de nos externes. Comment tu arrives à jongler entre cette passion de la médecine, mais aussi de l'enseignement et ton intervention dans le concours de l'internat? En fait, dans notre pratique, on est beaucoup et de plus en plus de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on apprend à éduquer nos patients, à éduquer les parents. Et moi, ce qui m'a toujours vraiment fait vibrer, c'est de se dire, tiens, cette histoire que je vis, ces problèmes que je me pose, eh bien, j'aimerais les partager. Donc ça fait un petit peu catharsis aussi, parce que en arrivant à raconter cette histoire, ça me permet de revenir un petit peu sur les difficultés qui étaient les miennes, et puis en plus, me dire mon expérience va profiter aux autres. Et donc j'ai ce feu de l'enseignement qui est à la fois pour les plus jeunes, et puis au fur et à mesure des années, j'accompagne, que ce soit les premières, deuxièmes, puisque il y a tout ce cursus qu'il nous faut aller. Et quand on dit accompagner, il y a une notion de compagnonnage, et c'est ça que j'aime bien avec tout ce que vous faites à Medisup, c'est que vraiment il y a un esprit
de volonté de transmission dans cet élan de compagnonnage. Écoute, on va commencer notre discussion sur un sujet qui est peut-être un peu plus lointain que toi, encore que je crois savoir que ta fille est passée par là il n'y a pas longtemps, c'est la réforme Paslas. Pas d'un point de vue, on va dire, législatif ou même pédagogique, mais plus toi, dans ton quotidien de médecin, qu'est-ce que tu as observé chez nos étudiants? Qu'est-ce qui a changé le passage de la réforme Paslas? Ça a été, et c'est toujours des petites réformes qui font en fait des grands changements. En fait, cette réforme, elle ne fait que suivre l'évolution des générations avec les générations. Là, on est à la génération alpha maintenant, mais les étudiants sont plutôt la génération YZ et ces générations sont vraiment différentes. C'est-à-dire que ce qu'on demandait dans la PASS, c'est de faire quelque chose de très court, de très concentré, de très académique et de très noir-blanc, c'est-à-dire véritablement un choix qui ne correspond pas à la vie qui est que il y a parfois du gris, il y a parfois une manière de faire en sorte que ce soit pas une couleur ni noir ni blanc et que donc on sort un peu de tout ce qui est cette évaluation docimologie, comme on dit, hein, cette science d'enseigner, cette évaluation qui était une évaluation extrêmement rigide. Et qui dit PASS dit en un an évaluer des milliers d'étudiants, dit forcément quelque chose de très rigide où tout se passe à voilà, je peux le dire par expérience personnelle puisque malheureusement ma fille a échoué à la PASS pour 12 places qui correspond à 0,2 points sur 20. Ça a pas tellement de sens de dire à une étudiante tu feras pas médecine parce que voilà, les 12 qui étaient avant toi étaient meilleurs, mais meilleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Donc se laisser un petit peu le temps de voir maturer justement l'étudiant, de l'accompagner, de voir non seulement comment il travaille, mais non seulement comment il travaille, mais comment il reçoit les informations, comment il est capable aussi, lui, de les transmettre, et de les transmettre non seulement par écrit, non seulement, non plus en cochant, mais en écrivant. Et puis maintenant, il y a la science de le savoir-être et le savoir-dire, et le fait que l'oral commence à prendre une place importante dans un métier dont la transmission est une transmission orale, ça me semble quelque chose de cohérent. D'accord. Donc toi, par rapport à ton époque où tu as, je dis, une époque très proche. Si, mes cheveux blancs sont là pour dire que effectivement. Donc ouais, par rapport à ton époque et tes souvenirs de P1, tu trouves que cette réforme, quand même, elle apporte au-delà de la diversification des profils, une vraie lumière sur les qualités attendues des médecins, la qualité d'écoute, l'écoute active, l'empathie, etc. Elle a été, je dirais, attendue même parce que combien d'étudiants n'ont pas pu, alors qu'ils avaient ce feu en eux, n'ont pas pu faire médecine. Alors sûrement qu'ils ont fait soit du paramédical, soit ils ont fait quelque chose qui a à voir avec le soin ou l'écoute, hein, parce qu'il y a toujours un moyen de trouver son épanouissement professionnel. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une réforme qui va dans le sens du temps, dans le sens du vent, puisqu'on est dehors, et je dirais dans le sens des générations, et surtout dans le sens de l'attente des patients, parce que les patients attendent des médecins qui savent non seulement faire un bon diagnostic, mais les écouter et les accompagner. Du coup, si je rebondis juste sur un point important, parce qu'on est souvent confrontés, nous, aux familles qui ont de l'angoisse, du stress sur ces études. Toi, tu connais, tu es dans le métier. Donc, mais par rapport, si je reviens, c'est un peu personnel, je m'en excuse, mais si je reviens sur ta fille qui a malheureusement échoué la première année, mais on sait tous les deux qu'elle a réussi brillamment
en LAS 2. Comment toi, en tant que père, papa, parce que tu es un vrai papa, comment tu as vécu aussi cet échec? Comment tu l'as traversé? Comment tu as accompagné ta fille sur ce moment-là? Ben, je l'ai vécu d'abord comme une injustice parce que elle avait travaillé dur et parce que c'est sûr que il y a un moment où il y a un cut où il faut qu'il y ait un premier échec et un dernier reçu. Je l'entends bien, je l'entends bien et que même si on nous parle de numerus apertus, on sait très bien qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. J'entends bien, mais j'ai trouvé que sur une situation, il y a eu quelque chose qui a été pour elle dramatique. C'est une question qui était même pas une question médicale, hein, qui est venue dans on va dire l'échantillon de questions qui ont été proposées pour elle, qui était d'où vient le plastique. Et elle n'a pas su répondre. Et la plupart des étudiants ont mis ça venait du pétrole. Alors je me suis dit mais en quoi cette connaissance entre guillemets va faire en sorte que ma fille va moins bien soigner. Alors c'est le problème de la sélection. Donc j'ai vécu ça comme une injustice. J'ai vécu ça aussi comme un apprentissage parce que eh bien c'est aussi pour mieux rebondir probablement qu'il y a eu cet événement traumatisant pour elle et que et il faut entre guillemets par l'échec eh bien savoir réussir, mais encore faut-il en avoir la possibilité. Et que quand on est dans une situation où on a 1 an pour réussir et puis plus rien derrière, je dirais même quand on avait la possibilité de redoubler et plus rien derrière, on est dans une situation qui est une situation qui ne correspond pas à la réalité de la maturation et de ce qu'on attend en termes justement du médecin qui sait écouter parce que ça s'apprend pas et c'est des compétences qu'on acquiert, on va dire, un petit peu plus lentement. Ok. Eh bien, écoute, merci pour cette première partie sur PASSLAS. Je te propose, c'est maintenant de passer un petit peu à l'évolution de la médecine, de façon plus générale, en pédiatrie, mais pas que, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une transformation de la société. Tu parlais des différentes générations. On rentre en plein dans l'univers de l'intelligence artificielle. Comment, toi, tu vois cette évolution de l'IA, côté positif, mais aussi éventuellement les côtés un peu plus négatifs que tu pourrais y voir? De toute façon, c'est comme l'avènement d'Internet. Je veux dire, l'important, c'est pas tellement la technologie, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Donc, l'intelligence artificielle, elle est là, elle est dans une mouvance qui, de toute façon, accompagne les générations qui vont être confrontées à ces études médicales. Donc, ils vont vivre des éléments que nous n'avons pas, entre guillemets, vécu. Mais je dirais que, à l'évidence, les côtés très positifs, c'est que maintenant, tout le monde détient l'information et on ne peut pas demander à un étudiant de connaître le syndrome d'Imerslund spécialement et sur le bout des doigts pour un diagnostic qui se fera que rarement parce que de toute façon, on sait que maintenant, il suffit d'aller sur n'importe quel moteur de recherche et avec l'intelligence artificielle, tout le monde maintenant est susceptible de faire un diagnostic rare, de faire une prise en soin. Donc c'est pas ça qu'on attend du médecin. C'est pas entre guillemets une connaissance encyclopédique brute. Non, c'est comment on va annoncer cette maladie rare, comment on va organiser un réseau de soins, et puis comment on va faire en sorte de justement accompagner ces parents qui, eux, sont en fait dans
le même niveau de connaissance que le médecin lui-même, puisqu'ils ont accès au même réseau. Et il y a plein de patients qui viennent avec leur diagnostic parce qu'ils ont fait leur diagnostic, mais il faut pas être frustré de ça, au contraire. Il faut leur expliquer comment on va se comporter face à quelque chose qui est écrit et que eux vont vivre. Du coup, tu es presque en train de dire qu'au final, l'avènement de l'intelligence artificielle, quelque part, elle va renforcer les compétences humaines, relationnelles, et que cette intelligence humaine, elle va redevenir peut-être aussi un élément central différenciant par rapport à un diagnostic. Je vais prendre un exemple, Pierre, extrêmement démonstratif. Jusqu'à présent, on a le patient, le bureau, un écran informatique et le médecin. Un écran, c'est comme on dit un écran. Quand tu dis je fais écran, c'est un obstacle, d'accord? Et là, ce qu'on voit, c'est que la plupart de la génération d'internes actuellement et d'externes, eh bien, ils écoutent ce que disent le patient, mais ils le voient même pas, ils le considèrent même pas. Ils ne font que prendre des notes sur ce qui est dit. Et le patient, il dit mais à qui je parle là? Je parle, eh bien, l'intelligence artificielle fait, et ça, c'est pas demain, c'est déjà maintenant. Maintenant, on est comme dans cette table de pique-nique. Les patients, je les reçois maintenant, je les reçois face à face, côte à côte. Je mets ici une tablette ou un plot quelconque, puisque c'est maintenant, et il enregistre la conversation et il fait le compte-rendu lui-même, entre guillemets. Après, j'ai plus que à corriger et à l'envoyer directement sur le mail du patient et de son médecin traitant. Autrement dit, ça te dégage du temps. Ça me dégage du temps, ça me dégage de l'attention, ça me dégage de l'énergie. Je dicte l'ordonnance alors qu'avant il fallait que je mette, et du coup ça me met dans une situation où on est vraiment dans un face à face et on n'est pas du tout à un patient soignant et on va dire un sachant et un inquiet, parce que maintenant celui qui est patient et qui est inquiet, il peut savoir, il suffit qu'il clique pour être aussi entre guillemets sachant que le médecin. Donc la compétence du médecin, c'est plus forcément le savoir. Mais je pense que tu dois avoir une anecdote où un patient est arrivé avec un mauvais diagnostic. J'imagine qu'ils n'arrivent pas tous avec le bon diagnostic. Ça t'est arrivé qu'il y ait une opposition comme ça de remise en question justement de ton savoir? Oui. Alors, quand on n'est pas habitué, c'est perturbant parce que, mais en fait, l'ego, il tombe très très vite parce que l'objectif du patient et du médecin, c'est le même, hein, c'est que les choses aillent mieux et que de toute façon, on est toujours dans la polarité positive. Hein. Quand on accueille un patient, on lui demande jamais qu'est-ce qui va pas ou quels sont les problèmes, est-ce que vous souffrez? On leur pose jamais ces questions-là, parce que sinon, ça amène tout de suite la réponse oui, 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 rien ne va. Non, il faut être dans la polarité positive. Qu'est-ce qui vous amène? Et puis, on essaye de faire en sorte, regardez, c'est le printemps, bientôt, et donc ça permet un petit peu de conforter le patient dans quelque chose qui est très humain, sans être humaniste, hein, qui est quelque chose d'humain, qui est quelque chose dans le relationnel. Alors quand le patient est très, on va dire, dogmatique, qu'il a vu ses notes, qu'il a demandé à ChatGPT ou à un de ses concurrents et qu'il est sûr de son diagnostic, il suffit non pas de démonter, mais de dire reprenons les différents éléments et voyons ensemble qu'est-ce qui nous fait dire que effectivement il y a beaucoup d'éléments qui vont dans le sens que vous évoquez, mais il y a aussi quelques éléments qui nous font penser que peut-être il faut pas se précipiter sur ce diagnostic et peut-être que il faut s'ouvrir des horizons. Et ça, c'est la qualité de l'expérience et du médecin. À t'écouter, t'as pas peur d'être remplacé à l'IA d'ici demain? Alors là, pas du tout. Ça va être un outil fantastique. En tant que pédagogue pour s'entraîner, parce que là, pour l'instant, on est très
mauvais dans le métaverse, même si il y a des situations interactives comme le Body Interact que vous avez mis en place, qui nous permet de faire de la mise en situation réelle. Mais on va bientôt et très très rapidement opérer sur des robots avant d'opérer sur un enfant ou sur un patient. Pour moi qui fais de l'endoscopie, on commence à avoir maintenant de l'endoscopie virtuelle qui vraiment commence à ressembler à ce qui se passe, alors qu'avant, il fallait quand même 5 ans au moins d'expérience avant de faire une première coloscopie. Là, on va commencer à pouvoir faire ça dans le bien des patients. Donc, la courbe d'apprentissage va, à mon sens, s'améliorer de manière très exponentielle grâce à l'intelligence artificielle. Et les étudiants vont devoir se préparer aussi à ces différentes exigences relationnelles qu'elle va imposer avec les patients. Et donc, on ne va plus interroger les étudiants sur quel est le gène de cette maladie, parce que de toute façon, les professeurs savent que si l'étudiant ne sait pas, il suffit qu'il fasse un clic et immédiatement il va le savoir. Donc, ça n'a pas de valeur ajoutée. Mais par contre, savoir comment annoncer cette délétion génétique, savoir comment faire pour regarder le patient et le mettre à l'aise, savoir comment parler avec les mains, se mettre droit et pas avachi, ne pas se croiser les doigts, mais au contraire avoir quelque chose qui est quelque chose de l'ordre de l'accueil avec un embrassement des mains. Tout ça, c'est non plus donc le savoir institutionnel, mais il va y avoir le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-dire, et tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Et pour ça, eh bien, il faut encore beaucoup de pédagogie et il faut encore beaucoup d'expérience à partager avec des gens qui ont cette expertise. Eh ben, écoute, merci pour la transition parce qu'on voulait aborder dans cette dernière partie les oraux, cette nouvelle épreuve orale qui est quand même une épreuve centrale dans la sélection, mais aussi à t'écouter dans la formation. Alors c'est vrai qu'en première année, la formation est un peu réduite, mais en tout cas, c'est devenu vraiment quelque chose d'important. Toi, si tu devais, allez, je te donne les cartes, tu devais choisir un coefficient entre les épreuves écrites et les épreuves orales lors de la première année, tu choisirais quoi? Moi, à mon sens, il faudrait faire la première année, il faudrait faire du 50-50. C'est-à-dire que je pense que ça a tellement d'importance et on a tellement sélectionné des brutes de travail qui savent bachoter, mais qui sont timorés et qui ont absolument aucun contact et qui sont agressifs et qui ont combien de fois, malheureusement, je dirais un peu sadisé contre leur gré, les patients parce qu'ils les regardaient pas, parce qu'ils savaient pas bien, parce que alors qu'ils connaissaient parfaitement leur sujet et leur domaine d'expertise. Donc là, savoir qu'on va sélectionner des hommes et des femmes, bien sûr, qui ont envie et qui savent transmettre et qui ont ces compétences, parce que la compétence de ces métiers qui sont des métiers de la communication ne sont pas les mêmes que la compétence, pardonnez-moi, j'ai rien contre, mais de l'expert comptable. Et que moi, il faut que l'expert comptable sache m'expliquer ce qui se passe. Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est avant tout qu'il soit complètement à l'aise sur les données que je lui ai proposées. Et donc là, c'est bien qu'il y ait à la fois une sélection et un apprentissage de, à mon avis, ce ratio. Mais il y a quand même des étudiants, enfin, surtout quand tu as 18 ans, qui sont plus à l'aise devant une feuille avec leur stylo que devant un jury à s'exprimer. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces étudiants qui stressent de passer l'oral? Eh ben, je dirais, et je ne plagie pas une grande marque de fast-food, comme as you are. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils viennent comme ils sont, parce qu'ils ont leurs compétences
il faut qu'ils soient sûrs d'eux, mais ça demande un travail. Ça demande un travail, ça demande un accompagnement, parce que effectivement, ils sont encore dans une situation où leur personnalité est pas encore très bien dessinée, et qui mieux que un pédagogue pour arriver à faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir dans, non pas leur travail, mais dans la préparation de ce qui va être leurs études et avant tout leurs examens, puisque c'est quand même des études où il faut qu'il y ait des examens, il faut qu'il y ait une sélection. On n'a pas le droit de se tromper en médecine sans avoir eu cette obligation de moyens. Et se donner les moyens, c'est faire en sorte d'avoir une formation qui soit la plus complète possible. Et tout seul, c'est difficile. Avec l'université, c'est compliqué. Et donc, avoir ce petit plus ou ce grand plus qui permettent de faire en sorte que l'étudiant se sente au mieux de ce que lui, il peut donner, c'est un atout. Et je vous remercie encore de pouvoir offrir ça aux étudiants. Merci Marc. Et si je termine peut-être avant de conclure, parce que tu as fait un exemple tout à l'heure qui est très intéressant pour nous de le comprendre, c'est comment on va passer de cette première année. Tu l'as dit, c'est un rôle de sélection, c'est vrai. Mais après, dans les stages, on va aussi apprendre à parler aux patients, on va apprendre à parler aux paramédicaux, on va apprendre à parler aux chefs aussi, les médecins seniors. Comment toi, tu as appris à parler à un enfant? Alors, et c'est on parle de body language. Les enfants, ils ont un body language. Et donc, ils ont un langage corporel. Et donc, de la manière dont ils se tiennent, dont ils te regardent, dont il y a un regard de l'enfant. Il y a une manière de bouger, mais même chez le nouveau-né. Et toute cette gestuelle et tous ces signes que l'on voit me permettent, moi, de communiquer, même si c'est dans du non-verbal, parce que le sensoriel, il s'acquiert in utero, selon, et là c'est mon rôle d'enseignant qui revient tout de suite au galop, selon le schéma TOGAV. J'aime bien les acronymes, ça permet de retenir, toucher, odorat, goût, audition, vision, c'est-à-dire que le bébé in utero, déjà, il s'est touché, il a cette capacité. Et donc, quand on caresse un bébé, qu'on voit qu'il sursaute, c'est pas pareil que quand on le prend avec une certaine fermeté. Et donc, tout ça, c'est une manière d'appréhender les choses. Et je pense qu'on va rentrer, grâce à l'intelligence artificielle, dans ce monde qui va être plus sensoriel que factuel. Hyper intéressant. Ben écoute, on a déjà beaucoup usé de ton temps, on va conclure, mais avant, je voudrais juste quand même, parce que on peut pas finir, on a parlé des oraux, de la première année de l'enfant, mais tu es aussi hyper impliqué dans la préparation de l'internat et il y a des nouvelles épreuves orales qu'on appelle les écosses. Allez, en 2 mots, comment tu pourrais présenter les écosses à nos jeunes étudiants qui passeront ça dans 6 ans du coup? Quoi de plus juste que d'évaluer un étudiant sur sa capacité à réagir face à une situation clinique? C'est au moins, entre guillemets, une manière d'évaluer qui est juste. D'accord. Ça, déjà, c'est quelque chose de fort. Donc, quoi qu'en pense l'étudiant, je pense que ça, c'est une épreuve qui est juste. Comme toutes les épreuves, il faut s'y préparer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir un accès de maturation supplémentaire. Et que là où un interne qui a 4 ans d'expérience, lui, il passerait l'ECOS assez facilement parce que il a déjà eu cette situation. L'étudiant, lui, il a jamais eu cette situation. Donc, il faut lui faire vivre pendant ses études des situations cliniques qu'il n'a pas encore vécues. Et ça, il va pas l'apprendre sur le référentiel, il va l'apprendre modérément dans ses stages hospitaliers. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en première ligne. À l'ECOS, il est en première ligne. Et quoi qu'on me dise, l'étudiant hospitalier, il se sent jamais en première ligne parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un derrière. À l'ECOS, il est tout seul. Il est tout seul. Et ça, ça fait flipper. Et donc, qu'est-ce qu'il faut?
eh ben, il faut, entre guillemets, faire de l'apprentissage pour qu'il ait le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-dire et donc être prêt pour être en première ligne dans des situations de départ qui sont limitées et qui sont au programme. Et pour ça, il faut un accompagnement, il faut une formation qui soit dédiée. Eh ben écoute, merci. Je pense que tout le monde a entendu ta passion. Ça, J'espère. c'était tellement évident. Et si tu devais aller en une ou deux phrases, un petit message à tous les parents, les étudiants, les lycéens d'aujourd'hui qui nous écoutent pour on va dire les encourager, mais pas forcément, mais en tout cas de les rassurer sur les études de santé, les métiers de la santé en général. Ce que je voudrais dire, c'est que la médecine est un beau métier. Je dirais pas que il n'y a pas de chômage en médecine. C'est vrai, il n'y a pas de chômage en médecine. Je dirais pas que on est sans arrêt le soir en disant ben on a fait un peu du bien quelque part. Pourtant on l'a fait. Je dirais que c'est un beau métier parce que on arrive à lier à la fois les métiers de la communication, les métiers de la science, les métiers de la transmission et les métiers de la technologie. Et il n'y a pas tellement de métiers où on peut faire tout en même temps et que donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup de passer par des études qui sont certes très exigeantes, qui demandent beaucoup, et aux étudiants et aux parents aussi, hein, parce que j'ai été, donc je sais ce que c'est accompagner des enfants. C'est pas facile, mais vraiment ça vaut le coup et rien n'est plus beau que les yeux ou la lumière d'un enfant qui vous remercie parce qu'on l'a bien soigné ou d'un patient qui dodeline de la tête en disant merci docteur. Donc oui, allez-y, ça vaut le coup et ça vaut le coup non pas d'être un médecin ou un professionnel de santé, mais d'être un bon médecin ou un bon professionnel de santé. Ça veut dire se dire on a fait notre maximum, on a fait de notre mieux. Ben écoute, j'ai un mot. Merci docteur pour tout ça. Merci Marc, comme d'habitude, un grand plaisir et franchement, le temps passé avec toi est toujours très précieux. Merci À beaucoup. très bientôt.